Donc, bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'économie circulaire. C'est déjà le deuxième qu'on fait cette année avec MBuild Wallonie. Alors, pour rappel, on a changé de nom il n'y a pas très longtemps. Donc, on est bien la Confédération Construction Wallonie qui vient de changer de nom récemment pour MBuild Wallonie. Alors, avant d'aller plus loin, je préciserai que le webinaire va être enregistré, qui sera mis sur nos réseaux sociaux et vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure de l'exposé et on y répondra après les présentations de chacun. Alors voilà un petit peu le programme de cet après-midi. Donc je vais faire une brève introduction sur l'économie circulaire dans les grandes lignes. Ensuite, on aura une présentation par Thibaut Mariage, directeur chez Ferredeco, sur la mise en place des granulats recyclés. Il va surtout insister sur la partie législative. Ensuite, on aura une présentation du tout nouveau site internet par Lara Leclerc de Ferredeco également. Et nous aurons ensuite une présentation par Alain Leridan du CERER sur le guide technique pour l'utilisation des granulats recyclés en voirie et en bâtiment. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est là pour voir également la présentation de ce guide. Et on terminera également par une séance de questions-réponses. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet Q&R qui apparaît au bas de votre écran et on y répondra en fin de présentation. Alors, avant de parler d'économie circulaire, il faut parler d'économie linéaire. Alors, l'économie linéaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, globalement, c'est le modèle économique dans lequel on se situe, on va dire, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où on a un schéma classique qui est qu'on va extraire des matériaux de construction pour les bâtiments ou les voiries. On va fabriquer ces matériaux, les transporter à l'autre bout de la planète ou en circuit court, si c'est possible, bien évidemment, consommer ces matériaux, les mettre en œuvre et ensuite, une fois qu'un bâtiment ou une voirie est démoli, eh bien, on jette tout simplement ces déchets dont on ne fait rien. Ça, c'est un peu caricatural, mais c'est l'économie linéaire dans laquelle on est globalement. Alors, à contrario, l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un modèle en boucle, comme le nom l'indique, dans lequel on va essayer de faire en sorte, premièrement, qu'on va utiliser de manière parcimonieuse les matériaux, donc l'extraction des matières premières. Donc, pour le secteur de la construction, c'est quelque chose de très important, vu que 50% des matières premières extraites dans le monde le sont pour le secteur de la construction. Ça, c'est la première étape. Donc, bien évidemment, avoir une utilisation raisonnée des ressources. Et ensuite, à chacune des étapes, on va également faire en sorte de mettre en œuvre des boucles, on va dire, de rétroaction. La plus connue, bien évidemment, étant le recyclage des déchets, tout simplement. Ensuite, au niveau de la fabrication des matériaux de construction, on peut avoir d'autres boucles qui vont permettre de réemployer, de réutiliser les matériaux. Et vous avez la boucle qui est la plus fermée possible, et c'est pour ça qu'on parle bien évidemment d'économie circulaire. Alors, il y a une bonne centaine de définitions de l'économie circulaire, donc il n'y a pas forcément de consensus sur les termes exacts qu'on va mettre dedans, mais je vous en donne une, c'est la définition de la Commission européenne, et vous voyez que dans cette définition, on va insister sur le fait qu'on va valoriser le plus longtemps possible les déchets et l'utilisation des ressources va être réduite au minimum. Et tout ça afin de recréer de la valeur au fur et à mesure du cycle. Alors, vous voyez ici un diagramme en papillon qui est assez connu, qui pour illustrer l'économie circulaire, avec d'une partie les ressources finies, donc les hydrocarbures par exemple, et de l'autre côté, les ressources renouvelables avec les différentes manières de les valoriser. Bien évidemment, on peut parler du réemploi, comme je l'ai dit, du recyclage. Pour les matières renouvelables, pour l'agriculture par exemple, on va parler de biométhanisation. Donc, vous voyez globalement ce à quoi ça ressemble. Alors, au niveau des pouvoirs publics, il y a 4 grands axes au niveau de la région wallonne qui ont été définis au niveau de l'économie circulaire, c'est-à-dire la conception et la production circulaire, sur lesquelles on va s'attarder plutôt aujourd'hui. Nous avons de nouveaux modèles économiques dans lesquels je ne rentrerai pas parce que, évidemment, c'est matière à de grandes discussions. La logistique inversée et enfin des symbioses industrielles. En 2 mots, c'est tout simplement, par exemple, des entreprises d'un zoning industriel qui vont collaborer pour que les déchets de l'un soient la matière première de l'autre, par exemple. Alors, dans l'économie circulaire, vous avez bien évidemment beaucoup de concepts différents. Je vous en ai parlé, le recyclage et le réemploi. Vous avez également l'éco-conception, l'économie du partage, et la liste ici est loin d'être exhaustive. Alors, quelque chose de très important qui est
globalement abordé tout le temps dans l'économie circulaire, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Lansing. Alors l'échelle de Lansing, c'est une échelle de priorité quand on va utiliser, dans le cas qui nous concerne ici, les matériaux de construction. Donc la première étape, la plus importante, c'est de bien choisir ces matériaux. Donc c'est la prévention et l'éco-conception. Alors, si ce n'est pas possible d'agir à ce stade, on va essayer de réemployer les matériaux de construction. De nouveau, si ça n'est pas possible, on va faire du recyclage et de la valorisation de la matière, ce qu'on va voir aujourd'hui. Si ça n'est pas possible non plus, eh bien, on va faire de la valorisation énergétique, de l'incinération, entre guillemets, avec par exemple la cogénération. Et enfin, si rien de tout ça n'est possible, ça existe encore, voilà, malheureusement, on a une élimination en centre d'enfouissement technique. Alors, un petit rappel général des déchets de construction qu'il y a en Belgique. Alors, vous voyez les chiffres pour les différentes régions. Je m'attarde évidemment pour la région wallonne, vous avez 7 millions de tonnes de déchets et plus de 10 millions de tonnes de terre excavée. En réalité, ces chiffres sont un petit peu datés, on est plutôt vers 12 millions de tonnes de terre excavée actuellement. Alors, au niveau des pouvoirs publics, il y a évidemment depuis des années une réflexion pour promouvoir de plus en plus l'économie circulaire. Et je vais passer sur tous les textes qui sont déjà passés, mais le plus important, c'est la stratégie Circular Wallonia qui a été adoptée le 4 février 2021. Alors, dans cette stratégie, c'est un document, entre autres, de plus d'une centaine de pages que je vous invite à consulter. Il y a 6 chaînes de valeur prioritaires qui sont mises en avant par la région wallonne. Et parmi ces 6 chaînes de valeur, il y a, comme vous le voyez ici, la construction et les bâtiments. Alors, toujours d'un point de vue législatif, on a également l'entrée en vigueur de la GUE du 28 février 2019 qui porte exécution sur la procédure de statut de déchets, par exemple. C'est quelque chose de très important qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Mais ça, nos invités en parleront plus longuement par après. Alors, également un petit mot sur le service qu'on propose au niveau de MBuild Wallonie. On a un service de référent bas carbone, économie circulaire, dans lequel on fait des visites en entreprise. Donc, c'est moi-même ou mon collègue Jonathan Boulevin qui visitons des PME et au niveau desquels on va les aider à faire de l'économie circulaire, à bien gérer par exemple leurs déchets. On va regarder avec eux leur consommation énergétique, comment ils gèrent un chantier d'un point de vue logistique. Donc, vous voyez un petit peu la liste ici des choses pour lesquelles on peut être contribué. Et on va remettre ce qu'on appelle un diagnostic bas carbone, économie circulaire à l'entreprise et rediriger, si nécessaire, vers des outils financiers comme les chèques entreprises ou un financement Easy Green. Au niveau d'MBuild Wallonie, pour rappel, on a également 2 services. Donc, le service cellule économie circulaire dont je viens globalement de parler ici. On a également, pour rappel, une cellule environnement. Alors, toutes les questions en rapport avec la gestion des eaux, des sols, des déchets, pour ce qui est des permis d'environnement, mais également de la gestion de l'amiante, etc. C'est vers nous qu'il faut s'adresser. Donc, vous avez la cellule environnement avec nos coordonnées et la cellule économie circulaire également. Alors, l'entreprise qui est au cœur de ce webinaire aujourd'hui, c'est Feredeco, qui est donc la Fédération des producteurs de granulats recyclés, qui existe donc depuis le 15 février 1999 et qui comprend 82 membres à l'heure actuelle. Alors, pour rappel, nous avons le privilège d'avoir les orateurs suivants, Thibaut Mariage, qui est donc directeur chez Feredeco, Lara Leclerc, marketing manager chez Feredeco également, et Alain Luridan du CERER qui nous présentera le guide technique des granulats recyclés. Donc, pour rappel, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et nous y répondrons en fin de présentation. Je te laisse la parole, Thibaut. Bonjour à toutes et à tous. Alors. Est-ce que tout le monde voit? C'est parfait. Oui. Ah, nickel, parfait. Et donc, je commence. Oui, mon nom est Thibaut Mariage, directeur de la Fédération des producteurs de granulats recyclés. Le menu est chargé aujourd'hui. Si je dois présenter tout l'aspect légal, je vais tâcher d'être le plus précis possible. Je vais commencer par présenter en 2 mots la SBL. Jérôme l'a déjà fait abondamment, donc je vais aller vite.
peut-être expliquer dans quel cadre on est en plein cœur d'une campagne de communication à propos de la valorisation des granulats recyclés. Faire le point sur les évolutions législatives toutes récentes et que tout le monde ait vraiment une bonne idée de ce que c'est qu'un granulat recyclé wallon à l'heure actuelle depuis le 1er juillet 2021. Quelle est la place laissée aux granulats recyclés dans les cahiers des charges type en région wallonne. On connaît bien sûr tous le cahier route, mais il y a aussi le cahier des charges type bâtiment. Peut-être faire un point sur quelque chose qui est très important, c'est comment est-ce qu'on peut finalement déterminer si un granulat recyclé est de qualité ou pas, comment on peut le réceptionner sur chantier, et puis peut-être ouvrir un peu la porte sur ce qui va se passer, on l'espère, dans le futur à propos des granulats recyclés. Alors, Feredeco, Jérôme l'a dit déjà depuis 1999, la fédération compte actuellement 83 membres. Pour rappel, c'est une SBL, elle est ouverte à tous les professionnels du secteur du recyclage et ça comprend également, pourquoi pas, des entités publiques. On a des intercommunales qui font partie de la fédération. Pour l'instant, il y a environ 105 centres de recyclage qui adhèrent à Feredeco et on estime, c'est vraiment pas évident d'avoir des chiffres dans ce domaine, que plus de la moitié des granulats recyclés qui sont commercialisés en région wallonne viennent de membres de Feredeco. Il y a un petit site web feredeco.be. Si vous voulez avoir plus de détails sur les membres, rassurez-vous, il est en cours de refonte. Ce qui est surtout important d'aller visiter sur le web, c'est ce site-ci, étant donné que grâce au soutien du cabinet de la ministre de l'Environnement, Céline Tellier, Feredeco a pu développer une campagne de communication axée sur la valorisation des granulats recyclés. Vous le savez très certainement, depuis 2016, les déchets inertes sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique. Ça signifie qu'il est obligatoire de les recycler. Ce n'est pas parce qu'on va avec ces déchets dans un centre de recyclage, ce n'est pas parce qu'on les recycle qu'on est dans l'économie circulaire. La vraie économie circulaire, c'est bien sûr de recycler ces déchets et de valoriser les granulats recyclés. Et c'est cette dernière action-là qui méritait d'être encouragée. Et le site web granularecyclé.be est entièrement dédié à la valorisation des matériaux recyclés, des produits recyclés, vu qu'on ne parle plus de déchets depuis le 1er juillet 2021. C'est sur ce site web aussi que vous allez pouvoir télécharger gratuitement le guide technique qui vient de sortir la semaine passée, c'est tout récent, et que Alain Leridan du CRR va décrire plus avant. Lara Leclerc va, lors de l'exposé suivant, abondamment parler du site, mais juste pour préciser les choses, il y a différentes séances de présentation, un roadshow, qui sont prévues un peu partout au niveau local en région wallonne. On se voit d'ici un petit mois à Nivelles, puis à Mons, à Liège et à Arlon pour faire le point sur toutes ces matières de manière peut-être plus technique qu'aujourd'hui, vu que le roadshow permet vraiment d'aller plus en avant dans des exemples techniques plus pointus d'application des granulats recyclés. C'est un événement complètement gratuit, local comme je l'ai dit, et vous pouvez vous inscrire même tout de suite en scannant le petit QR code qui est ici en dessous. Alors, j'en viens au cœur de mon propos. Qu'est-ce qu'un granulat recyclé wallon? Alors, pourquoi wallon? Je ne fais pas du sous-régionalisme, c'est tout simplement que le droit de l'environnement est régionalisé depuis belle lurette en Belgique et la législation environnementale est différente qu'on soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre. Ce qui a comme conséquence, hélas, qu'on ne peut pas parler d'une seule voix en matière de granulats recyclés, de statut de granulats recyclés. Notamment en ce qui concerne les tests environnementaux dont je vais parler, ils sont différents en Flandre et seront vraisemblablement bientôt également différents à Bruxelles. Néanmoins, un granulat recyclé, c'est avant tout 4 choses. On va parler d'une sorte. Alors, c'est peut-être un peu un mot barbare, ce terme de sorte, mais c'est vraiment pour distinguer les 3 grandes catégories de granulats recyclés qu'on va retrouver.
hydrocarboné, mixte et béton. Je crois que c'est relativement simple, vous les avez à l'image à gauche. Un béton, on voit tout ce que c'est. Un granulé recyclé béton est produit par le recyclage de déchets de béton. Hydrocarboné, pareil, que l'on fasse un raclage ou un concassage d'éléments d'asphalte, un granulé hydrocarboné est composé d'hydrocarboné. Pour le mixte, c'est un peu moins transparent, mais le mixte est le plus souvent le résultat d'un mélange entre des déchets de béton et des déchets issus de déconstruction, démolition sélective, de maçonnerie et de tuiles. Voilà pour la sorte, trois sortes principales. Autre élément important, sur la photo de droite, vous avez le nom d'un granulat recyclé et on va retrouver donc trois éléments. On va parler d'un granulat mixte avec des chiffres 31 063, c'est vraiment un exemple, c'est pour parler de la granularité ou granulométrie. Et enfin, le marquage qui est le marquage CE2+. Donc, si vous mettez sur le marché ou si, en tant qu'entrepreneur, vous utilisez un produit recyclé, ce produit recyclé doit répondre à cette définition. Une sorte, une granulométrie, un marquage CE2+, et depuis le 1er juillet 2021, également un statut de produit. Alors, ce n'est pas une potentialité, une possibilité, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien pouvoir enregistrer, c'est une obligation. Depuis le 1er juillet 2021, pour mettre sur le marché en région wallonne un produit recyclé, il est obligatoire que ce produit réponde à l'AGW sortie statut de déchets, donc c'est l'AGW du 28 février 2019, et c'est une imposition. Alors vous allez me dire comment est-ce que je vais pouvoir répondre à cette obligation. C'est pas compliqué. Pour pouvoir déterminer une sorte, on doit faire appel à un test qu'on appelle test d'identification ou de composition, à travers lequel on va pouvoir déterminer les différents composants d'un granulat recyclé. Ce test ne se fait pas n'importe comment, il doit être réalisé par un laboratoire de génie civil. Pareil pour la granulométrie, établir une courbe granulométrique par tamisage. Alors, on peut le faire, bien entendu, en interne sur un site de production, mais la plupart du temps, notamment en utilisation en marché public, on va demander que ce soit réalisé par un laboratoire externe. C'est pour cette raison que Feredeco a depuis très longtemps noué un accord de collaboration avec un laboratoire qui est maintenant le laboratoire leader sur le marché des matériaux recyclés en région wallonne et qui permet non seulement de réaliser pour les membres de Feredeco des analyses à des prix réduits, mais surtout de fournir des outils techniques pour la commercialisation des matériaux recyclés, notamment l'édition en collaboration avec la fédération d'une fiche technique. Vous allez voir quand je vais approfondir notamment la réception sur chantier, c'est un élément indispensable pour pouvoir déterminer si le matériau recyclé est conforme à l'application qu'on veut bien lui donner, une fiche technique et plus avant encore, une analyse statistique de la production. Pourquoi? Parce que le marquage CO2+, qui est obligatoire à présent en région wallonne, c'est avant tout une maîtrise de sa production. Le producteur doit prouver à un certificateur externe qui maîtrise sa production. Les outils mis en place par Feredeco permettent aux producteurs d'avoir cette maîtrise et c'est fort important. Alors, je l'ai déjà évoqué, le marquage CE, c'est quoi ce fameux marquage CE? Pour rappel, ce n'est pas du tout nouveau au niveau des granulats recyclés, vu que depuis 2012, pour mettre en œuvre des produits recyclés dans un chantier public, c'est obligatoire. Ce qui change depuis le 1er juillet 2021, c'est que le chantier soit public ou privé, c'est vraiment le grand changement, le marquage CO2+ est obligatoire, quel que soit le client ou le chantier. À partir du moment où il y a mise sur le marché d'un produit recyclé, ce marquage CO2+ et la sortie de statut de déchets sont obligatoires. Alors, très souvent, les producteurs sont un peu démunis par rapport à cet aspect qualité bien précis. Feredeco est là encore intervenue en fournissant à ses membres des templates, des blancos, le système de management de la qualité qui permettent aux producteurs d'encadrer
sa production de ce type de système qui prouve sa maîtrise de la production, et le système doit être audité par un notified body, donc un certificateur externe qui est lui-même accrédité. Le système doit être audité de manière annuelle. C'est à ce titre-là que le producteur peut bénéficier du précieux sésame, le certificat de conformité CE2+. Alors, à l'écran, vous avez 3 exemples de certificats de conformité, tout simplement parce qu'il existe en Belgique 3 certificateurs qui sont à même de faire ce type d'audit annuel, CoPro, BICERT et CertiPro dans l'ordre. Et ce certificat est alloué à un site de production. Donc, une entreprise qui dispose de plusieurs sites de production, ça arrive, doit pouvoir avoir pour chacun de ces sites de production un certificat de conformité CE2+. Alors, j'en viens maintenant au statut de produit. Pourquoi après le CE2+? Tout simplement parce que le marquage CE2+, est un préalable obligatoire avant de pouvoir accéder au statut de produit pour un granulé recyclé. Donc, dans l'ordre, on parle du marquage CE2+, et puis de l'enregistrement en tant que producteur sorti du statut déchet. Pour pouvoir atteindre ce fameux enregistrement, il y a plusieurs choses à faire, et c'est notamment encadrer sa production d'un système de management de l'environnement. Alors, je viens de parler d'un système de management de la qualité. Je parle maintenant d'un système de management de l'environnement. Évidemment, Ferrelico a prévu d'en faire un seul. On parle bien entendu système de management qualité-environnement qui est destiné directement aux membres et qui est disponible si vous êtes membre de Ferrelico. Mais ce n'est pas tout. Pour pouvoir demander la sortie de statut de déchet, il faut remplir un formulaire et un dossier technique qui sont disponibles sur le site du DSD, le site internet du SPW ARNE. Ces formulaires n'ont pas la simplicité intuitive. Et donc, Ferrelico s'est encore une fois là permis, en collaboration avec le SPW et l'ICEP, de pré-remplir à l'attention de ses membres ces formulaires pour leur permettre beaucoup plus facilement de faire les liens entre le management de la qualité et de l'environnement et de pouvoir être enregistré en tant qu'entreprise sortie du statut de déchet. La sortie de statut de déchet, en réalité, la partie environnement du système de management s'attache surtout à des procédures qui permettent d'éviter que des déchets indésirables rentrent dans le centre de recyclage. On va surtout faire un focus sur les éléments asbeste-ciment et hydrocarbonés contenant du goudron pour pouvoir s'assurer que les granulats recyclés qui seront produits en fin de process seront tout à fait conformes avec les tests environnementaux qui sont requis. Et quels sont ces tests environnementaux? Dans le cas de la sortie de statut de déchets, il est obligatoire pour les producteurs de réaliser toutes les 5000 tonnes par sorte. Pour rappel, les sortes, je les ai décrites tout à l'heure, mixte, béton, hydrocarboné, de faire réaliser un test de lixiviation sur la production. Le test, on ne le fait pas n'importe comment. L'échantillon doit être prélevé par un préleveur enregistré pour le prélèvement des déchets, et l'analyse doit être réalisée dans un laboratoire accrédité pour l'analyse des déchets. Donc, ce test, il est obligatoire toutes les 5000 tonnes de production, et il est évidemment couplé avec l'ensemble des analyses nécessaires pour atteindre le statut de CE2+. Alors, ce n'est pas simple. Si vous êtes producteur de granulats recyclés, l'effort administratif à réaliser pour pouvoir prétendre sortir du statut de déchet est conséquent. Ferrelico l'a bien mesuré et a mis le plan en œuvre pour faciliter l'accès aux producteurs à toute une série de documents qui leur permettent beaucoup plus facilement de pouvoir s'enregistrer et se certifier. Alors, j'en viens maintenant à quelle est la place qui est laissée dans les cahiers des charges types pour les granulats recyclés, que ce soit le cahier route pour ce qui concerne les travaux de voirie et le CCTB 2022 pour les bâtiments. Eh bien, cette place est importante. On aurait tort de croire que les possibilités sont limitées. Non,
pour autant que le granulat recyclé soit conforme aux exigences techniques qui sont demandées par les cahiers des charges, les applications sont multiples. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus parce que Alain Loridan va le faire en expliquant ce que contient le guide technique pour la valorisation des granulats recyclés. Mais évidemment, ce guide se réfère aux différents cahiers des charges de type et énumère les différentes applications avec des exemples pratiques, mais aussi va bien au-delà, mais je ne vais pas déflorer l'exposé d'Alain, et peut-être plutôt m'attacher à comment, au final, être certain que l'on soit maître d'ouvrage, que l'on soit architecte, bureau d'études ou même entrepreneur, comment être certain que les granulats recyclés qu'on veut mettre en œuvre sur son chantier sont conformes. C'est vraiment pas compliqué. Il suffit de s'assurer, comme d'ailleurs le demande Kelly-Root dans son chapitre C4.4.1.3, que l'ensemble des documents sont présents. Ces documents, c'est lesquels? Eh bien, j'en ai déjà parlé. J'ai parlé du certificat CO2+, de l'unité de production. Donc, s'assurer de ce que les granulats sont accompagnés de ce certificat, que ce certificat a bien une date de validité correcte, qu'il est délivré par un certificateur accrédité et qui concerne bien, et c'est quand même un détail important, le centre de recyclage dont vont provenir vos granulats recyclés. Premier document à contrôler absolument. Deuxième document, on va parler d'un acronyme, la DOP ou DOP, la déclaration de performance du producteur. C'est un document qui est édité sous la responsabilité du producteur et qui va reprendre l'ensemble des caractéristiques techniques du granulat recyclé telles qu'elles ont été reprises également sur la fiche technique. Ce document doit être daté et signé et c'est vraiment une déclaration par laquelle le producteur s'engage sur la conformité technique du matériau qui est commercialisé. Et le dernier document, je l'ai déjà évoqué, c'est la fiche technique. La fiche technique qui, elle, est également un document qui est daté et qui concerne une production qui doit être identifiée, une période de production qui doit être identifiée sur la fiche technique et qui comprend l'ensemble des résultats qu'a subi le granulat aux tests, les différents tests qui sont requis dans les cahiers des charges. 3 documents, certificat CO2+, DOP et fiches techniques qui permettent à l'utilisateur de s'assurer que le granulat recyclé est bien conforme. Alors, je vais en terminer dans le temps qui m'est imparti pour faire un point sur la cohérence finalement de l'évolution réglementaire en région wallonne. Je l'ai dit au début de l'exposé, en 2006, le législateur a décrété, en respectant d'ailleurs l'échelle de Lansing que Jérôme a présenté tout à l'heure, que la mise en CET, donc l'enfouissement ultime des déchets valorisables, devait être interdit, déjà depuis 2006. En gros, depuis 2006, le recyclage est donc obligatoire. Deuxième évolution qui va dans le sens de la qualité des granulats recyclés, le marquage CO2+, c'est-à-dire la preuve que un granulat recyclé est conforme à la réglementation normative européenne, a été rendu obligatoire dans les chantiers publics en 2012. Évolution logique, en 2021, non seulement cette obligation de conformité aux normes européennes est étendue, élargie à tout chantier, qu'il soit public et privé, mais en plus de ça, le législateur wallon a souhaité qu'un test environnemental vienne confirmer que le granulat recyclé était parfaitement sain et ne pouvait en aucune manière interagir avec son environnement. Ce qui amène donc en 2021 à la GOI sortie statut de déchets et l'obligation de conformité non seulement technique mais également environnementale. Alors, quelle est la suite? Eh bien, logiquement, la suite, après avoir démontré que, aussi bien techniquement qu'environnementalement, un granulat recyclé est un produit qui est tout à fait égal aux matériaux naturels, la suite, elle est prévue et c'est dans le cadre de l'arrêté du gouvernement wallon déchets ressources qu'elle va s'écrire
vraisemblablement en fin 2022, début 2023, ce texte prévoit l'obligation d'incorporation d'un pourcentage minimum de granulats recyclés dans les chantiers publics. Donc, chaque maître d'ouvrage public devra rendre des comptes par rapport à l'utilisation d'un pourcentage. On parle en voirie d'un minimum de 30% de matériaux recyclés en voirie et même jusqu'à 40% dans certains réseaux, et notamment les réseaux de type 3. Donc, on sent une cohérence derrière cette évolution qui va vraiment dans la direction de l'économie circulaire dont a parlé Jérôme lors de l'introduction. Le principe de base est d'aller vers l'économie des ressources naturelles non renouvelables. Dieu sait si en région wallonne, de la pierre de bonne qualité, on en a beaucoup sous les pieds, mais c'est une ressource qui est finie. Et donc, le principe qui est ici mis sur la table et est défendu notamment par le cabinet Tellier, c'est de promouvoir le recours aux matériaux recyclés dans un souci d'économie circulaire. Et j'en termine avec cette petite présentation à votre disposition pour des questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser et surtout n'hésitez pas à participer aux différents roadshows pour avoir une vision peut-être un peu moins succincte que celle que j'ai énoncée ici, de la GOE sortie statut de déchets. On a notamment le SPOE ARNE qui intervient pour faire une description bien précise de la législation dans les roadshows. Merci. Un grand merci Thibault pour ces explications législatives et réglementaires. On va passer maintenant à Lara Leclerc qui va donc nous expliquer un petit peu le fonctionnement et présenter tout simplement le site granularecyclé.be. Je te laisse la parole, Lara. Merci Jérôme, bonjour tout le monde. Donc je vais déjà partager mon écran. Voici. Et donc comme ça a été dit juste avant, moi je vais vous présenter le nouveau site web des granulats recyclés qui a été donc créé grâce à la campagne que nous menons depuis 1 an maintenant. Et donc voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà navigué, mais donc je vais un peu le parcourir avec vous et j'espère vous donner l'envie de le visiter par la suite par vous-même. Et donc voilà, ça c'est la page d'accueil du site web granularecyclé.be. Sur la page d'accueil, il y a la possibilité de le visiter par rapport à votre activité professionnelle. Donc, pour les acteurs publics, les entrepreneurs et les prescripteurs, chacune de ces personnes ont une page qui leur est un peu plus dédiée, avec des informations qui les concernent tout particulièrement. Donc, je vous invite, si vous faites partie d'un de ces groupes, d'aller naviguer la page qui vous concerne. On a aussi un petit schéma ici qui décrit les différentes étapes dont Thibault vient de nous parler en détail et quelques chiffres clés sur les granulats recyclés chaque année. Et enfin, comme sur tout site web, il y a des actualités sur les événements et sur, par exemple, des chantiers qui sont en cours avec des exemples vraiment concrets d'applications. On a une page les granulats recyclés qui détaille vraiment en détail tout le processus que parcourt le granulat quand il est encore un déchet de construction jusqu'à son état de produit. Et donc voilà, sur cette page, il y a des explications et des images sur toutes ces étapes. Donc vraiment tout le traitement, le processus de traitement que le granulat va subir et le produit final. Hop, je remonte en haut. On a aussi une page avec des applications. Donc, pour ceux qui seraient intéressés de voir en images des applications plus concrètes, applications routières, applications bâtiments, avec à chaque fois le détail du produit qui a été mis en œuvre et dans quelle couche, par exemple, de la voirie. Et aussi des applications innovantes, donc des toutes nouvelles applications qui sont possibles de réaliser avec les granulats recyclés. Il y a un détail qui se trouve ici, mais vous en trouverez également de nombreuses applications innovantes dans le guide technique
qu'Alain Leridan vous présentera juste après. Et justement, il y a une page guide technique, donc c'est ici que vous pourrez venir télécharger gratuitement ce guide. Il vous l'expliquera, mais c'est un guide qui aura plusieurs versions. Celle-ci est la toute première, donc elle mérite sûrement d'être améliorée. Et voilà, c'est ici à chaque fois que se trouvera la dernière version qui sera mise en ligne. Vous pouvez bien évidemment nous contacter si vous souhaitez y voir des améliorations, des corrections, et aussi si vous voulez être tenu au courant des nouvelles versions qui paraîtront dans le futur. Ici, c'est une petite page avec des liens qui pourraient vous intéresser sur les granulats, tant en Wallonie qu'un peu partout en Belgique et dans les autres pays. Et une page à propos qui vous explique un peu notre projet de campagne de communication autour des granulats recyclés. Et c'est ce que Thibaut vous a décrit un peu plus tôt. On a également la page pour les roadshows. Donc, c'est ici que vous trouverez toutes les informations sur les roadshows, quand ils se déroulent et le programme avec les personnes, avec les différents orateurs. Et juste en dessous, le formulaire d'inscription pour vous inscrire, un petit formulaire très simple. Et enfin, comme sur tout site web, eh bien, il y a une foire aux questions avec des questions plus technico-pratiques sur l'utilisation des granulats et plutôt sur la législation. Donc, n'hésitez pas à venir voir si vous ne trouvez pas des réponses à vos questions ici. Vous pouvez bien évidemment aussi nous contacter sur la page Contact. Et Thibaut et moi essaierons de répondre à vos questions du mieux possible. Et enfin, je termine avec la page presse, sur laquelle il est possible, elle prend un peu de temps à charger, donc sur laquelle il est possible de venir chercher toutes des images en fait sur les granulats ou sur les déchets. Vous pouvez venir télécharger pour votre propre usage, avec bien sûr la mention du copyright Feredeco. Et donc, je vais terminer cette présentation du site web avec une vidéo qui se trouve sur notre chaîne YouTube sur la traçabilité environnementale et technique des granulats. Donc, c'est une vidéo qu'on a réalisée en collaboration avec le laboratoire ITER et je vous propose qu'on la regarde ensemble maintenant. Je vais couper mon micro. Les déchets de construction et de déconstruction sont collectés puis recyclés en granulats afin d'être à nouveau utilisables dans les travaux d'entretien et rénovation de bâtiments et de routes. Pour être commercialisés, les granulats recyclés doivent passer par plusieurs étapes. La production est encadrée par un système de management qualité-environnement qui atteste premièrement de leur conformité aux normes européennes produits, ce que l'on appelle le marquage CE2+, c'est le contrôle technique qualité, et deuxièmement, à la législation environnementale de la Wallonie, ce qu'on appelle la sortie du statut de déchet, c'est le contrôle environnemental. Les granulats font l'objet de prélèvements réguliers. Les analyses sont réalisées dans un laboratoire accrédité sur base d'un prélèvement effectué par un préleveur enregistré. Au maximum, toutes les 5000 tonnes produites, le centre de recyclage fait appel à un laboratoire pour prélever, suivant une procédure normative, un échantillon du stock de granulats. Les échantillons sont ensuite emmenés au labo et les tests peuvent commencer. La granulométrie détermine par tamisage la taille des différents éléments du granulat de manière à exprimer sa courbe granulométrique ainsi que sa teneur en fine. L'identification détermine la nature des composants du granulat de manière à le classer dans une des trois sortes, mixte, béton ou hydrocarboné. La teneur en argile est un test au bleu de méthylène qui exprime le pourcentage d'argile du granulat. Le Los Angeles, ou LA, détermine la résistance à la fragmentation du granulat. Le micro de Waal, ou MDE, détermine la résistance à l'usure en présence d'eau du granulat. Le test gel-dégel détermine la gélivité du granulat suivant la méthode au sulfate de magnésium. Le test environnemental détermine par l'exhibition le caractère inerte du granulat.
Les résultats obtenus permettent de réaliser une fiche technique produit qui est un des 3 documents nécessaires pour valoriser les granulats recyclés en chantier public. Cette fiche technique est un document daté, établi par le producteur, par lequel celui-ci s'engage au minimum sur la nature et les caractéristiques spécifiées par la norme 13242 au niveau du marquage CE des granulats. Il présente la synthèse de l'ensemble des résultats d'essai les plus récents pour toutes ces caractéristiques. Ensuite, le producteur doit effectuer la déclaration des performances, ou DOP, qui déclare l'ensemble des caractéristiques de la norme pour lesquelles des exigences sont définies dans les documents du marché. Enfin, un audit de surveillance annuel par un organisme notifié permet d'obtenir le certificat CE2+, SSD pour l'unité de production des granulats. La traçabilité et la certification des granulats sont essentielles pour s'assurer de la mise sur le marché de produits répondant à la législation wallonne et aux normes européennes. Donc voilà la vidéo dont je vous parlais, qui se trouve donc sur YouTube, sur la page YouTube des granulats recyclés. N'hésitez pas à aller la revoir. Un grand merci Lara pour cette présentation du site qui est très visuel et très intuitif. On va passer maintenant sans plus attendre à la présentation du guide technique pour l'utilisation des granulats recyclés que Alain va nous présenter. Alain, tu as la parole. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Il me revient de terminer ces présentations par la présentation du guide proprement dit. Alors, un petit instant. Voilà. Oups, voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui, c'est parfait. Très bien. C'est très bien. Donc, effectivement, ce guide technique est un document de synthèse qui a été élaboré avec Ferredeco. C'était en fait un travail de toute une équipe. Donc, Ferredeco a été à la base de ce document, je répète, document de synthèse, avec bien sûr différents experts du secteur, notamment le Centre de recherche routière pour les aspects route, le CSTC pour les aspects bâtiments. Je remercie également JB Conseil Géotechnics qui a participé et lors de la réalisation de ce document, bien entendu, il a fallu des relectures et autres, et donc nous remercions les différents partenaires, dont la région, pour le travail qui a été accompli. C'est un outil évolutif, comme ça a été dit, c'est une première version, donc c'est à peu près 1 an de travail pour établir ce guide, et c'est un guide qui se veut vraiment la synthèse de toute une série d'autres éléments qui se retrouvent par ailleurs effectivement dans d'autres documents de référence, par exemple Caliroute. Comme c'est un outil évolutif, il n'existe pas en version papier, sauf celle qu'éventuellement vous voudriez vous imprimer, et c'est aussi dans un caractère durable de ne pas gâcher du papier inutilement. Donc, je vous invite à toujours télécharger la version, la bonne version, la dernière version sur le site qui vous a été présenté par Lara. Je répète, c'est une première version, donc peut-être, malgré tous nos efforts, il y aura encore l'une ou l'autre coquille ou élément qui aurait été mal formulé, et donc vos avis, l'avis de l'ensemble des utilisateurs sera toujours le bienvenu. N'hésitez pas à nous faire part de ces avis parce que nous n'hésiterons pas à mettre ce document également à jour. Donc, je l'ai dit et Lara l'a dit précédemment, il est téléchargeable sur le site granularrecyclé.be, téléchargeable gratuitement, et si vous assistez à l'une des séances de roadshow, vous aurez des dépliants avec un QR code également qui vous permet également de le télécharger. Comme on l'a dit, c'est un guide qui a été édité à la demande et avec le soutien de la ministre de l'Environnement, et donc qui a bien gentiment voulu préfacer ce document. Le contenu du guide, eh bien, pour les spécialistes, peut-être certains diront, bah,
il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. Ce n'est pas son but. Le but est bien de rassembler toute une série d'informations qui sont par ailleurs disponibles, mais d'une façon tout à fait différente dans d'autres documents. Tout d'abord, il fallait bien entendu redéfinir qu'est-ce qu'on appelle des granulats, mais aussi tout l'ensemble des principes fondamentaux liés au recyclage. Alors aussi les différentes sortes de granulats, on parle toujours de granulats recyclés, ça a été dit par Thibaut, ça a été dit par Lara. Il existe bien sûr différentes sortes de granulats et nous verrons également que les applications actuellement possibles pour les différents types de granulats dépendent de la sorte de granulat. Nous avons également établi un chapitre important sur les essais. Pourquoi les essais? Parce que dans toute une série de documents réglementaires, et nous y reviendrons, par exemple Caliroute, on parle d'exigences, on cite des essais, on cite des normes d'essais, mais dans peu de cas, on explique en fait ce que représentent ces essais, qu'est-ce qu'ils mettent en évidence et quelle est leur importance, en particulier pour des granulats recyclés par rapport à des granulats naturels. Et donc, dans ce document, on retrouvera également toute une série d'informations sur à quoi servent ces différents essais pour lesquels il existe des prescriptions dans différents documents types ou dans différents cahiers des charges. Puis viennent deux parties concernant les applications routières, donc en particulier liées à ce qui est permis à l'heure actuelle dans Caliroute, et par après les applications bâtiments développées par le CSTC. Et enfin, il y a un chapitre sur les conclusions et perspectives parce que c'est un milieu évolutif, c'est un domaine en permanente évolution et donc bien entendu la situation actuelle n'est pas figée et nous voyons déjà au travers des différentes études, recherches menées dans les différents centres de recherche que de nouvelles perspectives s'offrent à nous. Donc dans les définitions et principes fondamentaux, eh bien, on reprend des notions peut-être très fondamentale, très basique pour certains, mais nous nous sommes rendus compte également que ce document de synthèse avait besoin de revenir à ses fondamentaux. Donc, les modes de sélection, de démolition, de déconstruction, la notion de déchets inertes qui a déjà été exposée par Thibaut et qui est basée aussi sur le décret du 27 juin 1996. Les différents modes de recyclage, donc en centre de recyclage, les unités mobiles, l'évolution réglementaire qui ont été déjà abordées par Thibaut, car il faut savoir d'où on vient pour savoir aussi où on va. La conformité technique et environnementale, donc à la fois Thibaut, notamment Lara, ont reparlé abondamment, mais c'est important d'insister sur le marquage CO2+. Pour tous les granulats naturels, le marquage CO2+ est depuis de très nombreuses années déjà d'application, mais à l'heure actuelle, les granulats recyclés sont eux aussi couverts, doivent être couverts par un marquage de conformité de type CO2+. Souvent, lorsque l'on se rend sur chantier ou lorsqu'on fait des échanges, on lui dit « oui, mais des granulats recyclés, on voit un peu de tout, on retrouve des balles de tennis, des semelles de chaussures, etc. etc. » Ce n'est pas normal. Normalement, c'est devenu maintenant un produit qui est développé par des industriels compétents et qui répondent à toute une série d'exigences. Donc, je tiens quand même à insister, non seulement si sur vos chantiers, vous avez des granulats recyclés qui viennent, eh bien, comme ça a été dit lors des exposés précédents, ils doivent être fournis avec toute une série de documents, la conformité CO2+, des DOP, des statuts déchets, etc., des statuts produits. Et donc, c'est important que ces documents soient fournis et si jamais le produit ne paraît pas correspondre à vos attentes, s'il y a de toute évidence des choses qui ne conviennent pas, eh bien, on remballe le produit. C'est un produit comme un autre. Les utilisations en chantier public, les notions d'évolution depuis le déchet jusqu'au granulat recyclé et tout ce qui vient avec la PTV 406. Les évolutions réglementaires, eh bien, tout le monde n'est pas forcément un expert en matière de législation environnementale et donc
ce document a permis quand même très brièvement de voir d'où on est parti depuis 1987 pour en arriver maintenant à l'entrée en vigueur de la nouvelle AGE et en 2021, la sortie du statut de déchets proprement dite. Nous abordons alors dans le document les différentes sortes de granulats recyclés. Ça a déjà été dit également par certains de mes confrères. Il existe différentes sortes de granulats recyclés. Des granulats de béton, des granulats de maçonnerie ou granulats mixtes, des granulats d'hydrocarbonés, mais également des produits de scalpage, différentes sortes de sable et même d'autres granulats. Ici, ce guide se consacre sur les principaux granulats recyclés parce que, de par la nature, l'identification de ces granulats recyclés, du type de granulats recyclés, certaines applications seront possibles, actuellement, sont permises par les cahiers des charges, suivant certaines contraintes, d'autres, par contre, pour l'instant, ne sont pas encore autorisées. Donc, il est important, on ne parle pas juste de granulats recyclés, mais de dire, est-ce qu'on parle de granulats de béton, de granulats mixtes ou de granulats d'hydrocarbonés. Et donc, bien entendu, ce document se veut également didactique. Là où dans d'autres documents de référence, on trouve des normes, des exigences en termes de caractéristiques de propriété, ce document permet également aussi de revenir à la base et pour les personnes peut-être un peu moins habituées à ce langage, de revenir avec de manière très visuelle et très parlante ce qu'on appelle effectivement l'un ou l'autre type de granulat, en faisant bien entendu toujours référence aux documents réglementaires qui supportent ce document, ce guide-ci. Donc, notamment, par exemple, la présence de goudron au niveau des endroits hydrocarbonés. Il faut savoir que l'ensemble des granulats recyclés ne peuvent plus présenter en région wallonne de présence de goudron. Les essais sur granulats, le petit film qui a été montré par Lara et qui est présent sur le site, aborde déjà et illustre déjà effectivement l'importance des essais sur granulats, mais dans beaucoup de documents réglementaires, on parle, on cite des essais, on cite des normes, bien sûr c'est très important, et on cite des caractéristiques ou des exigences par rapport à ces essais, mais et ce n'est pas la vocation, par exemple, d'un document comme Caliroute, ce n'est pas vraiment didactique. Dans le cadre de ce manuel, de ce guide, on reprend l'ensemble des essais pour lesquels il existe des exigences au niveau des cahiers des charges, mais également on explique leur utilité et pourquoi, en particulier pour les granulats recyclés, ces essais sont importants. Donc, parmi les différents essais qui seront cités, on parlera de l'identification, bien sûr, de la granulométrie, de la teneur en fine, chose très importante pour tout ce qui est granulat, naturel comme recyclé, vu que ça a une influence sur la portance, le compactage, la perméabilité, la sensibilité au gel, et voire même différentes sortes de comportements. Les propriétés chimiques, parce que la présence de soufre, les teneurs en sulfate, en sulfure, en chaux, vont avoir aussi des incidences dans l'application et l'applicabilité de ces granulats, par exemple sur les temps de prise ou de durcissement avec du ciment, et le comportement au gel, des gels, qui était un sujet de longue discussion avec l'administration, parce que effectivement le comportement au gel, des granulats recyclés est différent de celui des granulats naturels, et les essais qui avaient été développés pour les granulats naturels généralement condamnaient les granulats recyclés. Depuis lors, des recherches ont été menées et nous avons pu mettre en œuvre de nouveaux types d'essais qui permettent de bien pouvoir tester les granulats au niveau du gel des gels, les granulats recyclés, mais sans les condamner a priori. Également, toutes les propriétés mécaniques, les notions de durabilité mécanique telles que sont les essais Microdeval, Los Angeles. Les uns, ce sont les usures, les notions d'usure, les autres de fragmentation. Et je répète, ce guide explique en quoi consiste l'essai de manière très didactique, mais également permet de dire en quoi c'est important que le granulat, dans le cas présent recyclé, eh bien, satisfasse
à ce genre d'exigence. Au niveau des applications, eh bien, si on prend le Caliroute, qui est la base, en tout cas pour tous les chantiers régionaux en matière routière, eh bien, on voit que les granulats recyclés sont possibles dans certaines applications. Les sous-fondations, les fondations, les revêtements. On trouve également des applications telles que les matériaux autocompactants réexclavables, ce qu'on appelle les mares, et en remblai. Mais, bien entendu, en fonction du type d'application et du type de granulat recyclé, tout n'est pas forcément possible. Donc, actuellement, au niveau de Caliroute, on voit que, si je peux caractériser, peut-être vulgariser à l'extrême, plus on rentre profondément dans le sol, moins les exigences sont sévères. Et donc, si on va, une route étant un millefeuille, bien entendu, depuis le fond de coffre, la sous-fondation, la fondation et puis les couches de revêtement, eh bien, si on descend très profondément, par exemple les sous-fondations, les exigences sont relativement légères et la plupart des matériaux recyclés peuvent être utilisés, bien sûr, moyennant la réussite d'essais afin de vérifier qu'ils correspondent quand même aux exigences minimales reprises dans le cahier des charges. Par contre, lorsque l'on va commencer à monter dans des couches plus structurantes, notamment la fondation et bien entendu les revêtements, et les exigences vont devenir de plus en plus sévères et de moins en moins de types de granulats différents, recyclés différents, vont pouvoir être utilisés. Et donc, si on prend les fondations non liées, par exemple, seuls les recyclés de béton ou d'enrobés sont permis. Les fondations en béton mec, seuls les recyclés de béton. Les graves bitumes, on peut avoir juste de 10 à 50% d'agrégats d'enrobés bitumineux. Et par exemple, les fondations de produits de scalpage sont utilisables uniquement en réseau 3B, c'est-à-dire les réseaux à faible gabarit. Et pour les revêtements, c'est encore plus sévère et on voit que le pourcentage et les possibilités d'utiliser actuellement les granulats recyclés au niveau des couches de revêtement, là, se réduisent très profondément. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a une volonté de pouvoir, dans un projet, notamment routier, d'avoir sur la totalité du projet 30% de granulats recyclés sur l'ensemble du projet. Et donc, on voit qu'effectivement, en fonction des différentes couches, eh bien, ces possibilités sont facilement atteignables, mais plus on monte vers les couches de revêtement, moins ça va être permis. Je parle bien de la situation actuelle, car effectivement, des recherches et autres évolutions montrent que cette situation pourrait encore amener à évoluer. Effectivement, je l'ai dit, on parle maintenant d'applications pour les granulats recyclés en sous-fondation et en fondation, avec des pourcentages qui parfois sont limités dans les cahiers des charges actuellement, et dans le futur, eh bien, on va commencer à pouvoir utiliser beaucoup plus de fondations en recyclé mixte. Quand je dis dans le futur, sous réserve bien entendu que ce soit intégré dans Caliroute, mais en tout cas, les recherches montrent, les chantiers pilotes montrent que l'on peut avoir à la fois dans des revêtements de béton, en fondation, des pourcentages élevés de granulats recyclés et voire de granulats recyclés mixtes, notamment pour les fondations, qui donnent entièrement satisfaction. Je l'ai déjà abordé, ce guide reprend non seulement une série de prescriptions qui figurent par ailleurs, notamment dans les cahiers des charges de type Caliroute. Certains diront, mais pourquoi avoir repris quelque chose qui figure déjà ailleurs? Parce que ce document se voulait un document de synthèse et qui se suffise à lui-même. Donc, il ne faut pas avoir une connaissance approfondie du cahier des charges Caliroute, par exemple, en matière routière, pour pouvoir retrouver son chemin. Et si on avait fait simplement des renvois vers des chapitres de Caliroute, bien sûr, pour les initiés, ça ne pose pas de problème, mais pour les non-initiés, là, on risquait d'avoir des soucis. Mais en plus, Caliroute, c'est un cahier des charges
cahier des charges type et donc avec des prescriptions. Il n'a pas une vocation didactique et d'expliquer notamment les principes de mise en œuvre. Or, on voit également qu'au-delà des caractéristiques des matériaux, la manière de les mettre en œuvre et donc les bonnes pratiques de mise en œuvre sont également importantes afin d'obtenir de très bons résultats finaux avec des granulars cyclés et surtout avec des pourcentages d'utilisation de granulars cyclés plus importants. Au niveau des bâtiments, je reconnais que c'est moins mon domaine, mais que les collègues du CSTC ont fait un travail remarquable pour montrer toutes les utilisations, en tout cas type possible avec des granulars cyclés, et notamment bien sûr l'emploi dans des bétons structurels avec des chantiers pilotes qui montrent qu'on peut également utiliser de très hauts pourcentages d'anciennes constructions, et donc le principe de démolition et de reconstruction avec un haut pourcentage de réutilisation de granulars cyclés est important. Également, une problématique, c'est-à-dire de stabilité pour des machines de génie civil assez volumineuses et donc ce qu'on appelle les pistes d'accès en chantier pour assurer la stabilité de ces engins, que ce soit pour créer des fondations sur pieux, etc. Dans le système des bâtiments interviennent également les matériaux autocompactants réexcavables et eux aussi ont toute une série d'applications innovantes sur lesquelles ils travaillent actuellement dans le cadre de leur recherche. Et donc, dans le document, vous retrouverez différentes applications innovantes sur lesquelles travaillent le CSTC pour les applications bâtiments et le CRR dans les aspects routiers, tels qu'ici les murs végétaux. Et donc, ça permet aussi de se faire une idée de tout le potentiel d'utilisation des granulats recyclés, là où on ne l'imagine pas forcément. Donc, en conclusion, eh bien, c'est un slide qui a déjà été montré par mes collègues. Effectivement, de la production, je vais dire, du granulat recyclé jusqu'à sa réutilisation, il y a une introduction progressive, on va dire actuellement d'un certain pourcentage, mais on voit que ça peut monter dans certaines applications à des pourcentages très élevés de granulats recyclés à chaque étape du chantier et que c'est un ensemble de philosophies pour amener à pouvoir réutiliser, déconstruire progressivement les structures en place et pouvoir réutiliser au mieux notamment les granulats qui seront produits ainsi. C'est ça la base de l'économie circulaire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et donc je le répète, ce guide est disponible sur granularcyclé.be et n'hésitez pas à nous faire part de toutes les remarques lors de votre lecture. Merci à vous. Merci beaucoup Alain pour cette présentation. On va donc passer à la dernière partie de ce webinaire, c'est-à-dire tout simplement les questions-réponses. Alors, je vais commencer par une première question. Petite question concernant l'utilisation des granulats recyclés sur chantier. Deux possibilités. La première, comme expliqué, via la sortie de statut de déchets. La seconde, via l'AGOE valorisation de 2001. Dans ce cas précis, un enregistrement est nécessaire pour la valorisation de ces granulats. Cet enregistrement est-il lié au chantier ou à l'entrepreneur qui réalise les travaux? Alors peut-être Thibaut pour répondre à cette question. Oui, tout à fait. L'enregistrement est en effet lié à l'arrêté du 14 juin 2001. Il faut savoir que en matière de granulats recyclés, l'AGOE sortie de statut de déchets envisage deux manières de produire des matériaux recyclés. La première, j'en ai parlé abondamment, c'est en centre fixe, dans une installation autorisée de tri-recyclage qui met sur le marché des granulats recyclés. La seconde, et c'est vrai qu'il faut en parler, c'est sur chantier. On peut en effet, et dans beaucoup de circonstances, c'est vraiment une façon de procéder qui permet d'éviter des transports de déchets, mais également des transports de granulats recyclés vers le chantier. Donc on peut en effet produire des granulats recyclés sur chantier, mais il
il y a quelques conditions. La première, c'est de le faire avec une autorisation. C'est une déclaration de classe 3, donc c'est le plus bas niveau, on va dire, d'autorisation au niveau du permis d'environnement en région wallonne, mais néanmoins, c'est vraiment une obligation de pouvoir avoir ce type d'autorisation. Et une autre contrainte, c'est que les déchets qui sont recyclés doivent être ceux du chantier et les granulats recyclés doivent être valorisés sur le chantier même. Si vous comptez recycler des déchets sur chantier et les commercialiser sur un autre chantier à l'extérieur, alors vous tombez exactement dans l'autre cas de figure, c'est-à-dire la sortie de statut de déchets pour des granulats qui sont produits en centre fixe. Donc, le fait de concasser, cribler et valoriser les granulats sur le chantier, on est dans un autre régime. On n'est plus dans la sortie de statut de déchets, on est toujours dans un régime déchets est couvert par l'arrêté du 14 juin 2001, ce qui en effet nécessite un enregistrement. Enregistrement de qui? Non pas du propriétaire de terrain, mais bien de l'entrepreneur qui va réaliser l'opération de valorisation finale. Aussi, petite nouveauté qui est quand même instaurée dans ce cadre par l'arrêté sorti statut de déchets, c'est que les granulats recyclés doivent correspondre quand même à quelque chose, et notamment au tableau 1 de la PTV 406, donc ils doivent faire l'objet d'un test d'identification, test de composition, comme je l'expliquais tantôt, pour en déterminer la sorte et voir s'il n'y a pas présence de trop d'impuretés notamment. Ça peut influencer sur le process de production, bien entendu, et un test environnemental est également requis, un test environnemental qui est également une exciviation et qui doit être conforme à l'annexe 3 de l'arrêté du 14 juin 2001, le test d'assurance qualité. Très bien, merci Thibaut pour cette réponse précise et le rappel justement de la distinction entre les granulats qui sortent d'un chantier ou pas. Alors, je vais prendre tout de suite l'autre question. Pourquoi faut-il recourir par la contrainte législative à l'utilisation de granulats recyclés alors qu'à qualité égale, conforme aux prescriptions du marché, le meilleur moyen est le coût? Qu'en serait-il si le granulat recyclé était plus cher que le granulat neuf? Voilà, est-ce que Thibaut ou Alain voulait répondre? Super question, Jean-Louis, merci de l'avoir posée. Alors évidemment, on peut se poser la question. Je crois que le mieux, et je l'ai dit lors de mon exposé, c'est de se rendre compte de la situation réelle de la région wallonne par rapport à la richesse en matériaux naturels de bonne qualité. Elle est vraiment énorme, cette richesse. On a la chance d'avoir des gisements importants et surtout que ce soit du calcaire, du grès, du porphyre, de la pierre qui est vraiment d'excellente qualité. Le principe que poursuit le gouvernement wallon, c'est de réserver cette ressource naturelle abondante et de bonne qualité à des ouvrages de haute qualité. Il y a énormément d'ouvrages, notamment les soubassements des routes, des bâtiments. Alain parlait des fondations, des sous-fondations en voirie, qui ne nécessitent pas cette qualité extrêmement élevée et donc sont tout à fait propices à l'utilisation de matériaux recyclés. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire le bon matériau, le bon produit, dans la bonne application, qu'il faut comprendre l'incitation du gouvernement wallon et pas du tout comprendre ça en se disant, et c'est peut-être la question tendancieuse qu'on pourrait se poser, oui, les recyclés veulent remplacer les naturels, les granulats naturels. Non, c'est vraiment pas de ça qu'il s'agit, tout simplement parce que c'est impossible. Jérôme, tu as montré la boucle de l'économie circulaire tout à l'heure. Ben, il faut évidemment alimenter cette boucle avec des matières premières, c'est inévitable, ne fût-ce qu'en quantité. Les chiffres qu'on a cités tantôt, hein, les fameux 7 millions de tonnes de déchets, ça produit plus ou moins 6 millions de tonnes de granulats recyclés qui sont mis sur le marché chaque année en région wallonne. C'est largement insuffisant par rapport aux quantités énormes qui sont demandées par la construction en général et les travaux publics en particulier. Et je crois qu'Alain peut apporter des précisions sur les coûts, vu qu'il y a une étude du CRR qui a abordé cette question.
Bah, oui, il y a une étude sur les coûts, mais je pense que ce qui a été dit par Thibault est aussi fondamental. On parle d'économie circulaire, donc il y a aussi tous les coûts de transport, etc. Donc, bien entendu, il y aura toujours cette notion entre la ressource, la distance pour s'approvisionner en ressources d'une certaine manière, ça interviendra aussi au niveau du coût. Ce qu'il y a aussi eu par le passé, c'est parfois la réticence d'utiliser certains types de granulats, on va dire recyclés, nouveaux, comme dans d'autres applications, un peu parce qu'on a l'habitude d'utiliser certains types de matériaux, même au niveau des granulats naturels, on a l'habitude d'utiliser tel genre de granulat, du porphyre, du grès, et je veux dire, l'habitude fait parfois force de loi et c'est plus compliqué de passer à d'autres choses, même à caractéristiques démontrées identiques. Donc, bien sûr qu'il faut parfois un incitant légal. Le coût interviendra. Là-dedans va intervenir la notion de déplacement, de transport. Mais si on veut jouer sur la circularité, bien entendu, si on déconstruit, je ne dis pas démolir, si on déconstruit une structure à un endroit, autant utiliser les ressources qui sont produites à cet endroit-là pour refaire quelque chose de neuf que d'apporter des ressources qui viennent de plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres de là. Très bien, merci à vous pour ces précisions. Alors, autre question, le marquage CE+, CE2+, est donc obligatoire, quelle que soit la quantité de granulats produits par l'installation? Oui, je vais répondre. Donc, en effet, il n'y a pas de question de quantité qui intervient. C'est vraiment une question de mise sur le marché européen, hein, vu que l'obligation de marquage CE2+, porte sur la conformité aux normes européennes dans l'application voulue. La norme européenne la plus souvent utilisée comme référence, elle a été citée dans la vidéo, c'est la NBNEN 13242, qui parle des granulats liés ou non utilisés dans les travaux de génie civil et la construction de chaussées. Bref, travaux de génie civil, le champ est vraiment extrêmement large et en effet, il n'y a pas de question de limitation de quantité. Que vous produisiez 1000 tonnes par an ou 150 000 tonnes par an, l'obligation de marquage CE est la même. Très bien. Alors, autre question en complément. Le marquage CE2+, est-il donc bien propre à chaque type de granulat, selon la sorte, la granulométrie? Mais enfin, ce n'est pas lié à chaque type de granulat, mais c'est lié à chaque type d'application. Donc, les normes, le marquage CE est un marquage obligatoire qui vise avant tout la sécurité et la santé. Donc, attention, c'est bien un marquage obligatoire et qui concerne des parties de normes dites harmonisées. Pour les granulats, il existe plusieurs normes, Thibault en parlait, la 13242 pour tout ce qui est lié, les granulats, les matériaux liés au liant hydraulique. Il y a la 12620 pour les bétons, la 13043 pour les enrobés hydrocarbonés, etc. Donc, c'est les granulats qui vont servir à du béton, qui vont servir à des enrobés. C'est ça qui sert de base au marquage CE. Et donc, bien entendu, que les types de granulats recyclés, donc un granulat dit de béton, recyclé de béton, la probabilité qu'il puisse être utilisé dans de nouvelles applications de type béton ou au liant hydraulique sont plus importantes. Ces normes donnent des prescriptions, des caractéristiques et il faudra simplement vérifier que les matériaux recyclés correspondent aux caractéristiques pour cette application-là. Un granulat de maçonnerie aura plus de difficultés à répondre à des applications, notamment en béton. C'est aussi un euphémisme. Très bien. Autre question, nous avons un centre de recyclage et des produits CE2+. Existe-t-il une liste pour se faire connaître et savoir où se trouve un centre de recyclage le plus proche d'un chantier? Alors, donc, il y a plusieurs types de listes qui existent, hein, notamment sur le site internet du SPOE ARNE. Vous avez la liste des installations autorisées pour faire du tri-recyclage. Depuis peu, sur le site, si vous tapez sortie statut de déchets Wallonie, vous allez trouver facilement. Il y a également, parce que le marquage CE n'est pas tout,
hein. Comme je l'ai dit, c'est une étape. Après avoir obtenu le marquage CO2+, pour votre installation de production, il faut obtenir l'enregistrement sortie de statut de déchet. Donc, comme cette personne n'en parle pas, je l'invite à sans tarder effectuer les démarches pour être enregistré suivant la GOE sortie de statut de déchet, et éventuellement à contacter Feredeco pour être aiguillé en ce sens. Et tout bientôt, dans la refonte du site web Feredeco, on va également pouvoir situer de manière cartographique les centres de recyclage par rapport au chantier. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, autre question en rapport avec les granulats sur chantier. Lors d'une utilisation de granulats générés et recyclés sur le même chantier, les granulats ne doivent donc répondre qu'aux tests imposés dans la GOE du 14 juin 2001, donc pas de sortie de statut de déchet ni de CO2+. En matière de CO2+, certainement pas, vu que l'attestation CO2+, n'est obligatoire que pour les matériaux qui vont être transportés et mis sur le marché. Donc, s'ils restent sur le même chantier, forcément, le matériau n'est pas mis sur le marché. Donc, au niveau du CO2+, là, il ne faudra absolument rien. Par contre, je ne suis pas un spécialiste et je ne sais pas au niveau SSD. Ça, en fait, pour autant qu'il n'y ait pas de changement de propriétaire, je suis tout à fait d'accord avec Alain. Donc, c'est vraiment la notion de mise sur le marché qui prime. Et donc, dans le cas d'un recyclage ou d'une déconstruction avec recyclage sur chantier, on peut estimer que le maître d'ouvrage ou le propriétaire garde la possession des déchets et les réutilise sur ce chantier. Dans ce cas-là, il n'y a pas en effet de marquage CE qui est requis. C'est toute cette notion de mise sur le marché. Par rapport à la GOE SSD, comme je l'ai dit, on est dans la possibilité valorisation déchets, et donc il y a uniquement un test de lexiviation suivant l'annexe 3 de ce même AGOE du 14 juin 2001 qui doit être réalisé. attention. Et une analyse d'identification. Le respect du tableau 1 de la PTV 406 est toujours requis. Attention que notamment le marquage CO2+, répétons-le, qui est un marquage obligatoire, démontre simplement que le matériau satisfait aux exigences essentielles de la norme harmonisée. Ça ne veut pas dire que si on l'emploie dans le cadre d'une application, notamment dans Caliroute, il va y avoir des exigences particulières en matière de performance, que le granulat recyclé ou même naturel satisfera automatiquement. Ce n'est pas parce qu'il y a un marquage CO2+, qu'il satisfait automatiquement aux critères de performance qui sont fixés dans le cahier des charges. Le marquage CO2+, dit simplement que le matériau est suffisamment satisfait à une série d'exigences pour pouvoir être transporté, mis sur le marché. À l'auteur de projet, au maître d'ouvrage de vérifier que le matériau qui lui sera livré satisfait bien entendu aux prescriptions techniques de son chantier. D'où les autocontrôles, les réceptions par lot sur chantier par l'administration si nécessaire. Et il existe, on n'en a pas encore parlé, mais c'est connu depuis longtemps, aussi des marquages volontaires, notamment le Benor, qui permettent là de vérifier qu'une série de propriétés de performance sont satisfaites et que donc de nouveaux tests ne doivent pas être effectués sur le matériau considéré. Très bien, merci pour ces réponses. Alors, je crois qu'on a épuisé les questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas pendant quelques secondes encore à poser votre question. Si vous avez d'autres questions par après qui vous reviennent, vous pouvez toujours nous contacter également par mail, soit mbiltoiloni, soit de Feredeco, et on chargera de répondre ou de transférer la question à Feredeco. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas d'autres questions. Donc, il me reste à remercier nos 3 présentateurs pour chacune de vos présentations et pour cette présentation très importante sur le guide et sur le nouveau site granularecyclé.be. Oui, il y a une question. Oui, la présentation sera-t-elle disponible? Oui, les présentations seront mises à disposition en plus de l'enregistrement du présent webinaire qui sera donc mis en ligne sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Voilà, si vous n'avez pas d'autres remarques, je vous propose d'en terminer ici et je vous remercie encore tous pour votre participation et
Je remercie nos orateurs pour leur présentation. Merci à vous. Au revoir. Très bonne journée à tous. Au revoir. Très bonne fin de journée à tous.